Mon beau-frère m'a retiré de la liste du voyage familial parce que tu n'apportes pas assez. Mais quand il a découvert qui avait tout payé, il m'a appelé en m'implorant. Tout a commencé par une conversation qui, en apparence, n'avait aucune intention malveillante, mais qui a fini par révéler à quel point l'ego de mon beau-frère était pourri et le mépris qu'il me portait depuis des années. Il se trouve que ma famille fait chaque année un voyage pendant lequel on loue une grande maison dans un bel endroit avec piscine. On fait des grillades chaque soir et on répartit les chambres par tirage au sort. Rien d'extraordinaire, juste une escapade familiale devenue une tradition de longue date. Comme d'habitude, l'organisation reposait sur ma sœur aînée et son mari, cet accent grave dire mon beau-frère, un type qui a toujours eu le complexe du chef, alors qu'il n'a jamais dirigé même une kermesse scolaire. Pour lui, n'importe quelle excuse est bonne pour se pavaner, pour agir comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules, alors qu'en réalité, il manipule tout le monde pour passer pour le grand héros qui règle tout. Cette année, la destination était la finca d'un ami près de Santa Rosa de Cabal, un lieu avec des eaux thermales et tout le tralala. Rien de bon marché, évidemment. Dès le départ, une liste de contributions volontaires a été établie pour que chaque famille mette ce qu'elle pouvait. Moi, qui ne suis pas idiot, je savais parfaitement que ce mot « volontaire » n'était qu'un ornement, car tout le monde se sentait obligé de verser une somme fixe. Alors, depuis février, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté avec ce que je gagnais comme freelance. J'ai même renoncé à quelques sorties et je n'ai pas renouvelé mon abonnement à la salle de sport, juste pour être prêt à verser ma part le moment venu. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est qu'à la réunion de coordination chez mes parents, mon beau-frère sortirait un coup aussi sale que celui qu'il a asséné devant tout le monde. La réunion se déroulait tranquillement. Ma sœur évoquait les dates possibles. Ma mère demandait s'il y aurait assez de salles de bain. Mon père rêvait déjà d'emmener son vieux barbecue portable. Et moi, j'écoutais en prenant des notes dans mon téléphone sur ce qui était convenu. Puis, soudain, mon beau-frère a interrompu tout le monde avec ce ton pédant qu'il prend quand il veut attirer l'attention. Il a dit qu'il était temps de définir qui irait oui ou oui, et qui doutait ou n'apportait pas assez. Tout le monde s'est tourné vers lui, sans comprendre. Il s'est installé sur le canapé comme s'il était sur un putain de trône et a commencé à lire une liste sur son téléphone. Arrivé à mon nom, il a fait une longue pause, puis, avec toute la condescendance du monde, a lâché. Puisque tu n'as ni confirmé ta participation ni ton apport, on suppose que tu ne viens pas cette année, mec. Et, franchement, ce n'est pas normal que quelqu'un qui ne contribue pas monte gratuitement dans l'effort des autres. Sur ce, il a clos l'affaire, net, devant toute la famille. Le pire, ce n'était pas seulement ce qu'il a dit, mais qu'il a fait avec ce petit sourire qu'il affiche quand il sait qu'il te plante un couteau dans le dos, tout en voulant passer pour celui qui se contente de dire les choses telles qu'elles sont. Je suis resté silencieux, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que l'impact a été si inattendu que j'ai été pris au dépourvu. Ma mère a bredouillé un truc comme « mais il a dit que tu allais contribuer », et ma sœur a essayé de faire semblant d'être surprise, bien qu'on sentit qu'elle le savait déjà, mais mon beau-frère est resté inflexible. Il a affirmé que le groupe avait besoin d'organisation et qu'on ne pouvait pas accepter des gens à la dernière minute juste comme ça. À cet instant, j'ai compris une chose. Ce n'était pas une simple décision logistique. C'était une manière subtile de m'humilier, de me déprécier devant tout le monde, de me présenter comme un profiteur alors que j'avais déjà tout prévu pour contribuer. Mais il ne le savait pas, et c'est là que tout a basculé, car ce fut le point de rupture. Ce fut le moment exact où j'ai décidé de ne pas rester les bras croisés. Pas après m'être cassé le cul à bosser pour pouvoir contribuer, comme tout le monde. Pas après avoir économisé avec tant d'efforts, juste pour que cet imbécile me retire ma place comme si j'étais un fardeau. Cette nuit-là, je n'ai plus rien dit. Je suis parti sans faire de scandale, sans réclamer, sans expliquer. Je suis parti comme on part quand on est sur le point de faire quelque chose de grand, quelque chose qui va faire mal. Je suis parti avec la certitude que, si on me chassait du voyage pour ne pas avoir contribué, alors ce que j'allais faire, c'était prendre tout le voyage pour moi et les laisser me regarder depuis en bas. Et c'est ainsi que tout a commencé. Au début, l'idée n'était pas la vengeance, je le jure, c'était un besoin de justice. Mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que ce dont j'avais besoin n'était pas seulement justice, mais une bonne vengeance, celle qui te laisse tranquille la nuit pendant que l'autre se tord dans sa propre fierté brisée. Alors, dès la même semaine, j'ai commencé à tirer mes ficelles, et croyez-moi, quand j'en ai fini avec lui, même ses propres amis ne le regardaient plus pareil, parce qu'au final, c'est celui qui ne contribuait pas qui avait tout payé. Et il allait le découvrir de la manière la plus douloureuse possible. Actualisation 1. Il s'est écoulé exactement 3 jours depuis cette réunion chez mes parents, et pendant ces 72 heures, je n'ai pas cessé de repasser la scène en boucle dans ma tête. Le visage suffisant de mon beau-frère, le ton passif-agressif avec lequel il a dit que je n'apportais pas assez, les regards gênés de chacun, comme s'ils avaient peur de le contredire, et la sensation qu'on m'avait fait passer pour le pauvre de la famille qui tentait de se glisser gratuitement dans l'aventure. Ça me brûlait tellement que je ne dormais pas bien, je mangeais sans appétit,
et chaque fois que je recevais une notification, je souhaitais que ce soit quelqu'un qui me demande si j'avais vraiment contribué ou au moins, qui me donne l'occasion de me défendre. Mais rien, silence total. Le type m'avait exclu du voyage, et tout le monde, par commodité ou par lâcheté, s'était contenté de supposer que c'était normal. Au lieu de ruminer ma colère, j'ai pris la décision d'exécuter un petit ajustement de compte. Et comme j'ai toujours été méticuleux quand il s'agit de plans, j'ai décidé que la vengeance ne serait ni impulsive ni immédiate. Je n'allais pas hurler ni envoyer de messages passifs-agressifs. Je voulais quelque chose de chirurgical, de précis, qui le mette à nu, sans possibilité de reconstruire son image devant la famille, même s'il se débattait de toutes ses forces. Pour ça, il fallait d'abord prendre le contrôle absolu de tout ce qui concernait le voyage. Et, par chance, j'avais déjà un avantage considérable. Depuis des semaines, j'avais pris la tête d'une partie cruciale de l'organisation, sans que personne ne le sache. Quand on a parlé pour la première fois du voyage dans un groupe WhatsApp familial, ma sœur a mentionné qu'il fallait quelqu'un pour réserver l'hébergement. Personne ne s'est manifesté. Tout le monde envoyait des propositions vagues, des liens de Finca, mais personne ne concrétisait. Alors, un soir, sans rien dire, j'ai contacté un ami qui bosse dans une agence de tourisme. Je lui ai expliqué ce qu'on voulait, combien on était, les dates possibles et le budget. Il m'a proposé 3 options à prix préférentiel. J'ai choisi la meilleure et, pour garantir la réservation, j'ai fait un acompte avec ma carte. Je l'ai fait sans en informer qui que ce soit, pensant qu'un jour je partagerais la facture et qu'on se rembourserait tous ensemble. Mais après ce qui s'est passé à la réunion, cette réservation n'était plus une simple garantie, c'était la clé de toute l'opération. J'ai demandé à mon contact de faire envoyer tous les mails, justificatifs et documents liés à la Finca à mon adresse perso, et de supprimer toute référence au nom de mon beau-frère ou de quiconque dans la famille, en échange de quoi j'ai promis de couvrir la totalité des frais. Il n'y a vu aucun inconvénient et sur le champ, j'ai réglé le solde avec mes économies. En résumé, la Finca où tout le monde allait passer ses vacances était entièrement payée à mon nom, avec mon argent, et personne n'en avait la moindre idée. Pendant que mon beau-frère se pavanait en prétendant coordonner l'organisation et maîtriser la logistique, moi, j'avais déjà bouclé le job dans l'ombre, tel l'architecte réel de cette escapade. Le pas suivant a été encore plus délicieux. Ma famille dépend d'un petit groupe de personnes pour tout ce qui est digital, et j'en fais partie. Du design de l'itinéraire à la création du groupe privé Telegram pour partager les photos, tout passait par moi, j'en ai profité. Sans éveiller de soupçons, j'ai créé un faux PDF que mon beau-frère pouvait présenter comme document officiel d'organisation, tandis que la vraie version, avec tous les détails, était rangée dans un dossier chiffré auquel seul j'avais accès. Ce dossier portait mon nom comme unique payeur, avec confirmation bancaire, facture officielle, tout, je n'avais plus qu'à attendre. Pour parachever cette première phase, j'ai collecté des preuves au cas où quelqu'un ferait semblant de ne pas voir venir le moment venu, impression des reçus, copie de mail, relevé de compte, capture d'écran horodatée. J'ai compilé le tout dans un dossier intitulé « Quand le connard viendra me supplier ». À chaque ouverture, je me sentais un peu plus serein, car je savais que le château de cartes qu'il avait monté allait s'effondrer face à la vérité. Ce n'était qu'une question de temps. Je n'étais pas pressé, je préférais qu'il continue à parler, à gonfler sa fausse indispensable importance, car plus il s'élèverait, plus sa chute serait dure. Et le meilleur, c'est que cette chute ne serait pas due à un soudain scandale ni à un coup de théâtre impulsif, mais à son arrogance, à son ego aveugle qui l'avait mené à me sous-estimer. Moi, celui qui n'apportait pas assez, j'avais tout payé, et il n'aurait personne d'autre à blâmer que lui-même. Pendant qu'il dressait des listes et envoyait des messages à qui mieux pour se vendre comme indispensable, moi, dans le silence, je peaufinais la trappe qui allait le montrer tel qu'il est, un idiot prétentieux. Actualisation 2. 2 semaines ont passé, et l'atmosphère familiale a commencé à devenir étrange, comme si tout le monde sentait qu'il y avait un truc louche, sans oser le dire à voix haute. Le groupe familial continuait de poster des messages futiles sur qui apporterait quoi, la viande, les cartes à jouer ou la centrifugeuse pour les micheladas. Pendant ce temps, mon beau-frère se pavanait dans le chat comme un coq de combat, donnant des tâches à tout le monde comme s'il avait vraiment un pouvoir, envoyant des notes vocales pour dire qu'il avait tout géré, qu'il avait coordonné le transport, et qu'il fallait vite régler les paiements car il ne pourrait pas continuer à tout avancer seul. Cette phrase m'a mis hors de moi. Avancer quoi? Je me demandais comment il osait prétendre avoir mis de l'argent quand tout ce qu'il avait fait, c'était hausser le ton et donner des ordres comme s'il était le patron de l'expédition. Ce qu'il ignorait, c'est que son discours arrogant et son besoin compulsif d'apparaître faisaient creuser sa propre tombe. De mon côté, je suis resté muet. Je ne répondais pas, je ne réclamais rien, je ne corrigeais même pas ses mensonges. Je me contentais d'observer. Mais j'ai commencé à lâcher de petites remarques assez ambiguës pour instiller le doute chez certains. Par exemple, en privé, j'ai dit à ma cousine que je trouvais curieux qu'on parle de « couvrir les frais », alors que j'avais tout transféré à temps, sans qu'on ne me le demande. Elle, confuse, m'a demandé si je parlais du transport ou de la Finca, et moi, avec la subtilité d'un coup de couteau, je lui ai répondu « Non, de la Finca, je l'ai déjà payé,
Mais bon, j'imagine que tu le savais, non? Pas de réponse immédiate, elle s'est déconnectée du chat un bon moment, et le lendemain, j'ai senti que son ton avait changé lorsqu'elle participait au groupe. Elle n'était plus aussi enthousiaste devant les notes vocales de mon beau-frère. Elle a même suggéré qu'on fasse un bilan général des contributions, par souci de transparence. Là, j'ai compris que la première pièce était tombée. Quand on sème le doute dans une famille où tout le monde préfère se taire pour la paix sociale, il suffit d'une petite fissure pour que tout se mette à fuir. C'est alors qu'est intervenue ma tante avec un commentaire apparemment innocent, mais pour moi, c'était de la musique. Lors d'une réunion informelle pour l'anniversaire de mon cousin cadet, quelqu'un a mentionné comme tout se passait bien pour le voyage. Ma tante, de sa voix basse et curieuse habituelle, a dit « Je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas fait de cagnotte comme d'habitude, parce qu'à ma connaissance, personne n'a demandé d'argent et pourtant tout est payé, non ?» Silence immédiat. Mon beau-frère, qui jusque-là causait comme un perroquet avec une bière à la main, est resté figé, comme si on lui arrachait l'âme à la nuque. Il a tenté de rire, a raclé sa gorge et a balbutié. Oui, ce qui se passe, c'est que j'ai avancé certaines choses, parce que je connais la procédure, et on fera le bilan ensuite. Là, j'ai su que je l'avais où je voulais. La peur perçait dans sa voix, je l'ai vu se gratter la nuque, jeter des coups d'œil à ma sœur et lâcher une phrase bancale. De plus, s'il y avait des postes déjà couverts par d'autres, on ajusterait ensuite, pas de problème. J'ai vu ma cousine détourner les yeux, croiser les bras, il ne le croyait plus. Il n'était plus le coq arrogant, mais juste un type tentant de soutenir un mensonge avec sa salive, tandis que tout le monde calculait en silence, car il savait que personne d'autre n'avait mis un centime. Et si la finca était déjà payée et qu'il n'avait encaissé aucune contribution, qu'il avait fait? À ce moment, j'ai compris clairement, la chute ne viendrait pas d'une seule révélation, mais d'accumulation de fissures jusqu'à l'effondrement. Je n'avais pas besoin de crier au monde que j'avais mis l'argent, je devais laisser son mensonge devenir insoutenable. C'est lui-même, par son arrogance, qui creusait sa propre tombe, sans avoir de justification pour ses propos. Et moi, dans le silence, je déplaçais les pièces pour que l'implosion se fasse devant tous, sans que j'aie à lever la voix. Parce qu'un imposteur, exposé, est détruit non pas par une accusation directe, mais par le regard de ceux qui le croyaient et qui réalisent qu'il les a escroqués. Et ce regard commençait déjà à l'encercler comme une corde. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout se referme. Actualisation 3. 10 autres jours ont passé quand l'irrésistible a finalement eu lieu. La famille, infectée par le doute, a commencé sérieusement à se demander ce qui s'était passé avec les contributions. Même si personne n'osait l'avouer clairement, l'ambiance dans le groupe familial était devenue lourde, tendue, inconfortable. Les plaisanteries avaient perdu de leur légèreté, les messages étaient mesurés, et on ne sentait plus cette excitation d'avant-voyage. On devinait que quelque chose clochait, et que certains soupçonnaient très concrètement que mon beau-frère s'était attribué des mérites qu'il ne méritait pas. Je suis resté silencieux, observant le feu que j'avais allumé avec quelques phrases bien placées se propager sans contrôle. Mais le meilleur est arrivé un mercredi soir, lorsque j'ai reçu un appel qui m'a fait éclater de rire en plein salon. C'était lui, le beau-frère qui m'avait regardé avec mépris et m'avait accusé d'apporter trop peu. Il m'appelait à 22h47, comme si c'était une urgence. Je l'ai laissé sonner 2 ou 3 fois avant de décrocher. Sa voix, au début, était douce, presque feinte, comme quand on essaie de parler gentiment, mais la tension le trahissait. Il m'a demandé comment j'allais, comment se passait ma semaine, si j'étais impatient pour le voyage. J'ai répondu par monosyllabes, sans grand intérêt. Puis est venu le vrai motif de l'appel. Il avait entendu dire qu'il y avait des malentendus dans le groupe, que des rumeurs circulaient, et il voulait qu'on clarifie tout pour éviter les ragots. Je l'ai écouté sans l'interrompre, attendant qu'il se trahisse. Finalement, la voix tremblante et bien moins arrogante qu'à l'accoutumée, il a avoué qu'on lui avait dit que j'avais fait un virement important pour la finca, et il voulait vérifier si c'était vrai. Il souhaitait coordonner pour l'inclure dans le bilan général du voyage. Là, j'ai compris qu'il savait tout, ou du moins qu'on lui avait tout dit dans le détail, au point qu'il devait ravaler son orgueil et m'appeler directement. Son ton était presque suppliant, même s'il tentait de camoufler avec sa fausse diplomatie habituelle. Il affirmait que peut-être il s'était mal exprimé lors de la réunion, que son intention n'avait jamais été de m'exclure, mais seulement de pousser tout le monde à s'engager, d'où son geste temporaire. Selon lui, maintenant que tout était clair, il serait juste que je réintègre le groupe comme si de rien n'était. Je l'ai laissé parler, me suis contenté de le laisser s'enliser dans sa propre logorée ridicule. Jusqu'à ce qu'il me demande, s'il ne m'était pas trop demandé, de lui envoyer copie des reçus que j'avais payés pour qu'il puisse les fusionner avec les siens et présenter ça comme une gestion commune. Autrement dit, il voulait continuer à faire croire qu'il avait organisé le voyage, mais en m'incluant comme associé silencieux pour se couvrir et éviter que la famille découvre qu'il n'avait pas mis un centime. C'est alors que, pour la première fois dans toute cette histoire, j'ai décidé de parler sans détour. Je lui ai répondu que je n'avais aucun problème à partager les documents, mais que j'avais d'abord quelque chose de très clair à lui dire. Je n'avais pas oublié la réunion,
ni la façon dont il m'avait exclu avec son sourire en plastique et son discours de « qui ne paye pas ne vient pas » devant mes propres parents. Je lui ai rappelé l'avoir entendu dire que, ici, personne ne monte gratuitement, et je lui ai dit que, maintenant qu'il savait que j'étais le seul à avoir mis l'argent, il devait en assumer les conséquences. Je l'ai entendu trembler, sa voix s'est brisée un instant. Il a tenté de se justifier à nouveau, mais je ne l'ai pas laissé. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de sa validation ni de sa permission pour aller au voyage, puisque tout était payé à mon nom. La finca, l'hébergement, les reçus et tout ce qui touchait au séjour était sous ma responsabilité, et que, si je le souhaitais, je pouvais même changer les noms sur la liste des invités et le laisser dehors. Il est resté silencieux, puis, après un long moment, m'a sorti la phrase la plus humiliante que j'ai entendue. « Ne fais pas ça, s'il te plaît. » Je ne savais pas, je ne voulais vraiment pas t'offenser, je pensais vraiment que tu ne mettrais rien et je me suis laissé emporter, je te jure. J'ai presque vu cette expression de peur de l'autre côté du téléphone. Ce n'était plus l'homme sûr de lui qui m'avait méprisé devant tout le monde, mais un type rongé par la culpabilité. J'ai terminé l'appel en lui disant de ne plus me rappeler et de ne pas m'utiliser pour sauver la face. Je lui ai expliqué que, s'il voulait unifier les documents, il pouvait le faire devant toute la famille, mais que je ne bougerais pas le petit doigt pour protéger son mensonge. J'ai raccroché et me suis assis devant l'ordinateur. J'ai ouvert le dossier, quand le connard viendra me supplier, et j'y ai ajouté la date et l'heure exacte de l'appel, une transcription de ses propos et quelques notes personnelles. Tout était prêt pour l'étape finale. Il savait, et moi, j'avais pris une décision. Non seulement j'allais l'exposer, mais je le ferais de manière si claire et écrasante que, même s'il tentait de se défendre, il passerait pour un ridicule absolu. Parce que quand quelqu'un te blesse avec mépris, le minimum qu'il mérite, c'est de se retrouver à genoux devant tout le monde. Et c'est exactement ce que j'étais sur le point de faire. Actualisation 4. Le jour de la réunion finale avant le voyage est tombé un dimanche particulièrement étouffant. Un de ces jours où le soleil ne faiblit pas et où toute longue discussion devient une torture. On s'est retrouvés sur la terrasse chez mes parents, comme d'habitude, et dès mon arrivée, j'ai senti une atmosphère lourde, tendue, comme si tout le monde savait que ça allait exploser mais personne ne voulait être à l'origine de l'étincelle. L'accueil était de pure courtoisie, sourire crispé, salutations plus protocolaires que sincères. Personne n'a abordé le sujet directement, mais les murmures circulaient, on percevait que certains avaient déjà décelé l'ombre d'un mensonge. Même ceux qui n'étaient pas informés le pressentaient, car malgré les efforts de façade de mon beau-frère pour maintenir l'illusion de leader organisateur, son attitude avait totalement changé. Il ne parlait plus avec l'enthousiasme d'avant, il évitait mon regard et semblait nerveux, comme s'il marchait sur un fil prêt à céder à tout moment. Ma mère, pour faire bonne figure, avait préparé du jus et des empanadas que personne n'a mangé avec faim. La discussion a commencé par des banalités. Quels vêtements emporter, si on prendrait des jeux de société, qui pourraient prêter une glacière? Ma sœur tentait de structurer le dialogue, mais chaque tentative se heurtait à un silence gêné. Puis, au milieu de ce théâtre familial improvisé, ma cousine a lâché une bombe, l'air innocent. Elle a demandé qu'on explique précisément comment la finca avait été payée, car elle se souvenait qu'on n'avait pas organisé de cagnotte et qu'elle peinait à comprendre comment tout avait été réglé. Elle a posé la question avec la naïveté d'un curieux sans accuser, mais tout le monde savait ce qu'elle faisait. Le meilleur, c'est que ma tante l'a immédiatement appuyée. Elle aussi souhaitait savoir, car jusqu'au moment présent, personne ne lui avait demandé un centime, et elle trouvait étrange qu'un lieu aussi cher soit financé sans explication. À cet instant, mon beau-frère a commencé à transpirer. Il a sorti un mouchoir de sa poche pour s'essuyer le front et a répondu par des pirouettes, prétendant qu'il avait avancé certains paiements par souci de pragmatisme, qu'il n'avait pas voulu déranger quiconque en demandant explicitement de l'argent. Ces mots sortaient en raté, et chaque justification était plus contradictoire que la précédente. Mon père, qui jusque-là était resté silencieux, lui a demandé directement s'il avait payé la finca. Mon beau-frère a répondu « Oui, enfin, en partie, mais aussi avec l'aide d'autres personnes ». C'est là qu'il m'a regardé, suppliante et résigné, comme s'il espérait que je vienne à son secours. Je suis resté silencieux un long moment, laissant le silence s'étendre, le rendre nécessaire et pesant. Puis, sans élever la voix ni dramatiser, j'ai simplement affirmé que ce n'était pas vrai. J'ai expliqué que la finca avait été réservée et payée entièrement par moi, depuis plus d'un mois, que j'en avais les reçus, les emails de confirmation, et que tout était documenté pour qui voudrait voir. J'ai précisé que je l'avais fait pour collaborer, comme chaque année, mais qu'on m'avait exclu du voyage sous prétexte que je n'apportais pas assez. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé, je n'ai pas insulté, j'ai juste lâché la vérité avec le calme de celui qui n'a plus rien à prouver. L'impact a été immédiat, un long silence s'est installé. Mon beau-frère est resté figé, les yeux rivés au sol, comme s'il cherchait un moyen de s'en sortir parmi les dalles. Ma sœur a ouvert la bouche, sans qu'aucun son ne sorte. Ma mère, visiblement mal à l'aise, m'a demandé si j'étais sûr de mes dires. Je lui ai répondu que oui, et que je pouvais montrer les preuves immédiatement si elle le souhaitait. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier de preuves et les fait circuler. Pas un doute, pas une question, tout était là, détaillé avec date, montant et nom.
L'évidence était irréfutable. Mon beau-frère a essayé de se défendre, a bredouillé quelque chose à propos de malentendus, de problèmes de communication, mais plus personne ne l'écoutait. Ma tante a dénoncé le manque de respect. Comment était-il possible que, alors que j'avais tout payé, on m'ait mis à l'écart comme un parasite? Ma cousine, celle qui avait lancé la première pierre, a lâché un commentaire cinglant. S'il avait un minimum de décence, il devrait présenter des excuses en public et se retirer du voyage par respect. Ces mots ont été un coup de poing. Ma sœur a imploré le calme, demandant de ne pas dramatiser, mais il était trop tard, le mal était fait. L'image du leader impeccable, de l'homme efficace et investi, s'était effondrée devant tout le monde, et le pire, c'est qu'il n'avait personne à accuser que lui-même. Je me suis levé, j'ai ramassé mes affaires et j'ai dit que je ne voulais pas d'excuses, que je souhaitais seulement qu'à l'avenir il réfléchisse à 2 fois avant d'humilier quelqu'un pour ne pas en faire assez. J'ai ajouté que le voyage était maintenu, qu'il était payé, et que tout le monde pouvait y aller s'il le souhaitait, mais que lui, mon beau-frère, devrait décider s'il avait le courage de se montrer comme si de rien n'était après ce qu'il avait fait. Je n'ai attendu aucune réponse. Je suis parti de la réunion avec une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière, que son mensonge venait de mourir là, sur cette terrasse étouffante, devant tout le monde, et que la humiliation avait changé de camp. Actualisation finale. Le voyage a finalement eu lieu une semaine plus tard, et même si tout le monde a tenté de faire comme si de rien n'était, l'ambiance n'a plus jamais été la même. La finca était impeccable, comme me l'avait promis mon contact. Chambre confortable, piscine chauffée, aire de jeu, cuisine équipée, et même un coin hamac avec vue sur les montagnes. Chaque détail avait été soigné dès le premier jour, et tous les membres de la famille, y compris ceux qui étaient restés en marge du drame, savaient parfaitement que ce voyage était possible uniquement parce que je l'avais rendu possible. Au début, les conversations étaient gênantes, comme si tout le monde marchait sur des œufs, mais au fil des heures, elles se sont détendues, et plusieurs personnes sont venues me remercier en privé de ne rien avoir annulé et d'avoir eu la maturité de maintenir le voyage sans plus de scandale. Ce que peu savaient, c'est que mon silence n'était pas un acte de sagesse, mais une stratégie pour rendre la chute de mon beau-frère encore plus douloureuse, plus humiliante, plus inoubliable. Mon beau-frère n'est pas apparu le premier jour, il n'a même pas daigné répondre au message du groupe. Ma sœur, elle, est venue, mais dans un état d'esprit si renfermé qu'on aurait dit une autre personne. On ressentait sa honte, on devinait qu'elle avait rompu avec lui et qu'elle l'avait traîné dans l'enfer émotionnel qu'il avait lui-même fabriqué. Je n'étais pas là pour sauver son image ou apaiser les remords, j'étais là pour profiter de ce que j'avais payé, et au fond, pour savourer l'inconfort de ceux qui avaient fermé les yeux quand ils m'excluaient. Durant les premières nuits, plusieurs conversations ont tourné autour du sujet, sans jamais le mentionner directement. C'était comme un nuage pesant sur nous. Il savait qu'il y avait une dette morale, il savait que je la réclamais en silence, et que le prix n'était pas de l'argent, mais de l'exposition. Mais le meilleur est arrivé le 3e jour. Sans crier gare, mon beau-frère est enfin arrivé, au volant d'une voiture, valise à la main, le visage si défait qu'il ne pouvait le dissimuler même avec des lunettes de soleil. Sa présence a créé un mélange de surprise et de tension. Personne ne savait comment réagir. Certains ont essayé de le saluer avec froideur, d'autres l'ont carrément ignoré. Moi, je ne me suis pas levé ni tourné vers lui. Je suis resté sur la terrasse à savourer mon café, en l'écoutant marcher à pas hésitants dans la maison, comme s'il savait qu'il venait envahir un territoire qui n'était plus le sien. Son essai d'intégration était pathétique. Commentaires forcés, demande si on avait besoin de quelque chose, tentative de rejoindre une partie de cartes, mais personne ne lui témoignait plus de considération. Son crédit social était ruiné, et il le savait. Il n'était plus rien d'autre qu'un spectateur légué à répondre « OK » ou à envoyer un sticker sans saveur. Et pour lui, c'était la vraie condamnation. La veillée autour du feu a marqué le coup de grâce. Rassemblés autour des flammes, avec quelques bières, on racontait des anecdotes d'autrefois, on riait plus librement, quand un de mes cousins, celui qui admirait toujours mon beau-frère pour son leadership, lui a balancé en taquinant mais avec une pointe de méchanceté. « Cette année, t'as même pas amené tes listes de tâches ni tes notes de 5 minutes sur WhatsApp. » Étonnant. J'aurais cru que tu nous organiserais jusqu'aux pauses pipi. Les rires ont fusé, et même ceux qui tentaient de se retenir ne pouvaient s'empêcher de sourire. Il a esquissé un rire forcé et baissé les yeux. On l'avait publiquement dépouillé de son rôle, et il ne pouvait rien faire sans passer pour un ridicule. Cette simple remarque a scellé la fin de son règne fictif. Plus personne ne le prenait au sérieux, sa parole n'avait plus de poids, et tout ça pour avoir voulu m'humilier devant les autres. Au retour du voyage, le groupe familial est resté actif, mais le ton avait changé. D'autres proposaient désormais les idées, d'autres prenaient des initiatives, et mon beau-frère était réduit à un simple spectateur, relégué à répondre par « OK » ou à balancer un sticker sans grâce. Il ne m'a jamais présenté ses excuses en face, ni admis ce qu'il a fait, mais ça n'a pas été nécessaire. Son humiliation a été publique, lente et s'est étendue sur plusieurs semaines. Et je me suis assuré que ce soit ainsi, car la vengeance servie dans le silence et sans précipitation devient une leçon inoubliable. Je n'avais pas besoin de crier, ni de me battre, il suffisait des faits, de la vérité et de son arrogance qui le détruisait de l'intérieur. Aujourd'hui,
Chaque fois qu'on évoque ce voyage, on le fait avec un mélange de gratitude et de honte. Gratitude envers moi d'avoir sauvé l'expérience sans exposer directement qui que ce soit, honte envers lui de s'être servi du silence des autres pour tenter de jouer le héros d'une histoire qu'il ne comprenait même pas. Et même si personne ne l'avoue à voix haute, tout le monde sait que ce voyage n'a pas été une simple escapade familiale. C'était le théâtre parfait pour démasquer l'imposteur qui, pendant des années, a manipulé tout le monde depuis son trône de carton. C'est là, au cœur de ces montagnes et de ce silence, que je l'ai abattu sans le toucher, que je lui ai tout enlevé sans prononcer un seul mot, et qu'il a enfin compris que quand on sous-estime celui qui se tait, on prie pour qu'il ne parle pas, mais une fois qu'il parle, il est trop tard.